Welcome back for the final segment of this plenary session here at Le Quorum in Montpellier for DigiWatt Summit 2016. You know that we're tackling trust, and to learn more about it when it comes to regulation, do we have to speak about trust, antitrust? We are about to welcome Françoise Benamou, member of the executive board of the ARCEP, on stage. We're going to switch to French for this very segment. Messieurs et mesdames, je vous propose d'accueillir Françoise Benamou. Françoise, vous avez plusieurs casquettes, économiste de la culture et membre du bureau exécutif de l'ARCEP. C'est celle-ci que vous portez justement pour votre intervention, du collège de l'ARCEP. C'est celle-ci que vous portez pour votre intervention aujourd'hui. En effet, c'est une question qui a toujours été centrale dans l'économie numérique. Faut-il réguler les plateformes? Et puis, faut-il parler de trust ou d'antitrust aujourd'hui, à un moment crucial où l'Europe s'intéresse de très près à certains ETT et à certaines plateformes en particulier? Peut-être un mot en anglais quand même. Many thanks for the invitation to the. I'm very happy to be here, and I will speak in French. Maybe it's a bit old-fashioned, but I think it's quite important to defend the diversity of languages each time it's possible. So I will speak about platforms and the regulation of platforms. So, alors, peut-être, première slide. Ah oui, j'ai ça. Vous êtes parfaitement équipé, vous êtes autonome, vous avez un Pavlov. Thank you. Alors, les plateformes, peut-être juste un mot, mais important. De quoi parle-t-on? Alors pourquoi évoquer cela? C'est vrai que souvent on passe par une définition. Philippe Lemoine disait et dit que les plateformes font partie de la grammaire du numérique. J'aime bien l'expression, c'est une formule très pertinente, mais il faut voir que les plateformes couvrent un très large spectre. Alors qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont des intermédiaires, en ce sens qu'elles assurent la mise en relation de deux parties et qui présentent la particularité d'assurer une mise en relation directe entre les utilisateurs, et c'est un point essentiel. Et puis ce sont des acteurs qui permettent de réduire les coûts de la recherche engagés par les agents avant la transaction et de réduire les coûts partagés engagés lors de la transaction elle-même. Et ça, évidemment, ça a des effets considérables, disruptifs sur les chaînes de valeur, et ça implique probablement, j'y viendrai, des formes de régulation. Alors, il y a plusieurs types de plateformes, je le disais d'entrée de jeu, qui existent et qui peuvent être identifiées. Alors, on peut opposer, par exemple, les plateformes physiques et les plateformes numériques, les plateformes de communication et les plateformes de services, les plateformes unifaces, et nous sommes bien placés à l'ARCEP pour les connaître, avec, par exemple, les opérateurs de communication électronique, et les plateformes bifaces, qui sont en général mieux étudiées, plus étudiées, par les économistes. Alors, numérique, les plateformes en ligne se distinguent par la démultiplication des caractéristiques usuelles des plateformes, et ça c'est essentiel, évidemment les effets de réseau simple, les économies d'échelle, et surtout peut-être les effets de réseau croisés dans le cas des plateformes bifaces. Et je crois que c'est important de le dire parce que le terme de plateforme biface ne parle pas aux juristes, il parle évidemment à l'économiste, et cela veut dire que pour le régulateur, il va falloir, je dirais, adapter la régulation pour essayer d'intégrer ce type de concept. Alors justement, quelles questions sont posées aux régulateurs? Alors le concept de plateforme est entré dans le droit, il est entré dans le droit maintenant, mais je dirais d'une manière à géométrie variable. Le Conseil d'État, d'abord en France, a proposé une définition qui est plutôt restrictive. Service de référencement ou de classement, de contenu, biens ou services édités ou fournis par des tiers et partagés sur le site de la plateforme. En d'autres termes, on est dans une logique qui est plutôt une logique de la plateforme qui produit des listes, en quelque sorte. Alors la loi pour une république numérique, toujours en France, récemment adoptée, propose une définition qui est, elle, beaucoup plus étendue et qualifiée cette fois-ci d'opérateur de plateforme en ligne, toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, ça évidemment c'est un point essentiel puisque les marchés bifaces intègrent cette idée de gratuité, donc rémunéré ou non, un service de communication au public en ligne qui repose sur deux choses: le classement ou le référencement au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, biens ou services
proposés ou mis en ligne par des tiers, ça c'est la première chose, ou alors, la deuxième, et c'est là qu'on a une extension par rapport à la définition du Conseil d'État, la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. Alors pourquoi passer par ces questions de définition? Elles sont très importantes parce que pour pouvoir réguler, il faut réguler un objet qui est clairement défini. Sinon, la régulation devient, comment dire, cotonneuse. Alors, les plateformes, c'est aussi une préoccupation d'ordre économique, peut-être avant tout, puisque l'effet des plateformes peut être extraordinairement déstabilisant quand elles agissent en intermédiaire entre le consommateur final et des professionnels ou des particuliers ayant un service à proposer. C'est toute la logique de l'ubérisation de l'économie et l'intervention, à ce moment-là, l'intervention publique peut procéder du droit et de toutes sortes de droits, on y viendra, du droit du travail, pourquoi pas, comme aux États-Unis d'ailleurs ou en France, et compte tenu de l'effet de disruption qui lui-même procède des effets de réseau des plateformes, c'est le winner take all bien connu, c'est la désintermédiation, c'est le verrouillage concurrentiel. D'ailleurs, il y a un débat à Bruxelles, et c'est assez étonnant d'ailleurs pour savoir si Uber, dans le fond, c'est une plateforme ou c'est un service de transport. Alors enfin, dernier point, il y a derrière les plateformes une volonté de conjuguer le vocabulaire de la confiance et celui de l'efficience. Et ça ne va pas de soi, c'est un petit peu compliqué. La confiance, c'est bien l'objet de toute notre rencontre. La confiance renvoie à la loyauté, j'y reviendrai, et à la transparence, tandis que l'efficience renvoie à la capacité à réguler sans brider l'innovation, sans brider l'expérimentation, à reconnaître l'agilité non seulement des acteurs économiques, mais aussi l'agilité nécessaire du régulateur. Et on a donc bien deux ordres d'intervention qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais qui peuvent être en tension. Alors, cela dit, il y a déjà des éléments de régulation qui sont en place. On a tout un arsenal juridique qui a sans doute besoin d'adaptation, mais qui est loin d'être inexistant. Et pour en donner un exemple, que j'emprunte à la juriste Marianne Frison-Roche, la régulation sectorielle est sans doute mal adaptée au marché biface. Pourquoi? Parce que les marchés bifaces, ils vont peut-être s'adresser à deux secteurs différents, alors qu'on a une régulation par secteur. Mais là, le droit de la concurrence va permettre de répondre aux questions posées. Alors la régulation des plateformes est donc déjà une réalité à travers déjà le droit traditionnel. On n'a pas toujours besoin d'inventer des outils. Par exemple, le droit pénal, le droit de la concurrence, je l'ai déjà dit, le droit des contrats, le droit social, les directives européennes permettent déjà de répondre à beaucoup des questions posées. Et là-dessus, c'est un premier point qui est tout à fait important. Le deuxième point, c'est que des lois vont toutefois préciser certains éléments. En France, je l'ai déjà dit, la loi pour la République numérique, pour une République numérique, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui ont notamment défini un point qui me semble crucial sur la régulation, c'est le principe de loyauté des plateformes, appliqué aux plateformes dépassant un certain seuil en nombre de connexions, bien entendu. Alors, peut-être une première remarque sur ce principe de loyauté, il ne doit pas être confondu avec le principe de neutralité, puisque, par définition, un algorithme n'est jamais neutre. Autrement dit, une plateforme dont la valeur ajoutée, notamment tirée de la capacité à hiérarchiser des informations, ne saurait être neutre. Donc, en même temps, ces deux principes, ils doivent être, comment vous dire, tricotés l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois disjoints, mais ils doivent, d'une certaine manière, se rejoindre à un moment donné. Et il est tout à fait essentiel que pour qu'Internet demeure un bien commun durable, il faut une approche globale qui relie ces deux pans, la neutralité des réseaux, la loyauté des plateformes. Alors la loi définit la loyauté des plateformes et elle la définit de manière assez simple. C'est l'obligation de délivrer aux consommateurs une information loyale, claire, transparente sur les principales règles qui régissent leur fonctionnement. Ça peut être les conditions générales d'utilisation, ça peut être les modalités de référencement ou de déréférencement, c'est la transparence bien entendu, ce sont les liens capitalistiques qui influencent les modalités précitées, etc. La transparence est d'autant plus importante et nécessaire que les plateformes disposent de données considérables, ça a été évoqué hier, qui permettent de construire des métadonnées prédictives et éminemment monétisables. C'est tout le modèle d'Internet. Et donc la loyauté
indispensable, c'est le juriste James Grimmelman qui évoque les plateformes comme des conseillers. Alors des conseillers qui peuvent avoir des préférences subjectives, mais qui doivent quand même donner des conseils qui soient dans l'intérêt des gens justement qu'ils conseillent. Alors ça a l'air trivial et en même temps ça ne va pas sans dire, il faut veiller à cela. Alors vous voyez là sous les yeux que les plateformes doivent respecter plusieurs cadres et qu'elles sont régulées par plusieurs acteurs. Quelques-uns en sont mentionnés, par exemple vous avez la Commission européenne bien entendu, la Commission nationale d'informatique et liberté, l'autorité de la concurrence, le tribunal de commerce, la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, la consommation de la concurrence, la répression des fraudes. Donc vous avez toute une série d'acteurs régulateurs qui vont intervenir et qui doivent intervenir de concert. Alors, l'ARCEP dans tout cela, l'autorité de régulation donc des communications électroniques et des postes en France. Que fait-elle par rapport aux plateformes? D'une certaine manière, la plupart des plateformes en ligne, telles que définies par la loi, ne relèvent pas du champ de compétences directes de l'ARCEP. Alors on pourrait dire l'ARCEP n'a rien à faire là-dessus. Si. Pourquoi? D'abord parce qu'elle pose des questions sur lesquelles l'ARCEP a développé une expertise. Et donc l'ARCEP va mettre à disposition son expertise pour d'autres régulateurs. Effet de réseau, économie d'échelle, évidemment surtout interopérabilité, portabilité, qui sont des questions que nous portons. Deuxième point, parce que certaines plateformes ont une activité qui va concerner directement l'ARCEP et sa régulation régalienne plutôt que concurrentielle. Par exemple, je l'avais évoqué dans l'introduction, les services de communication OTT. Ensuite, les plateformes en ligne peuvent faire peser un risque que les cadres réglementaires et législatifs existants n'envisagent pas sur l'ouverture de l'Internet et sur la net neutralité. Certains acteurs, en effet, ont la capacité de limiter l'accès effectif à certains services et applications en ligne pour les utilisateurs comme pour les acteurs de l'Internet, et c'est notamment, bien entendu, le cas des principales plateformes en ligne, les grandes, les géantes, et des terminaux et leurs systèmes d'exploitation. Et par exemple, on pourrait évoquer des risques de pratiques abusives accentuée par l'intégration verticale des acteurs de l'Internet. Alors la réponse n'est pas nécessairement celle de la régulation, mais si de telles pratiques apparaissent, une intervention peut être utile et le régulateur peut intervenir soit en complément d'autres interventions, soit plus directement. Alors justement, quels sont les outils pour intervenir si une régulation se révélait utile? Alors peut-être une remarque d'entrée de jeu sur laquelle je reviendrai ensuite. La dimension internationale des grands acteurs de l'Internet, c'est une évidence, renvoie à une approche qui, à minima, doit être européenne. Sans cela, il y a deux écueils, et ces deux écueils, ils sont extrêmement présents quand le régulateur réfléchit aux bons outils. Le premier écueil, quel est-il? C'est l'adoption de mesures, je dirais, qui ne servent à rien, c'est-à-dire qui soient contraignantes au seul niveau national et qui vont de ce fait soulever des difficultés de mise en œuvre parce que les acteurs sont implantés à l'étranger et donc les mesures vont être inopérantes. Bon, on connaît toutes les difficultés, par exemple, qui peuvent se poser pour la fiscalité numérique, et avec les travaux qui aujourd'hui sont menés d'une part au niveau européen et d'autre part au niveau de l'OCDE. Et c'est évidemment, c'est seule une réponse internationale qui est susceptible d'être pertinente. Et puis le deuxième écueil, c'est le risque d'affecter principalement, non pas les acteurs qu'on souhaite réguler, c'est-à-dire plutôt les géants, mais des acteurs établis en France et éventuellement de petits acteurs. Deuxième élément, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même... On peut faire quelque chose. Et la première chose à faire, c'est un travail systématique de recueil et de publication de données qui est utile à l'échelle nationale et même au-delà. Alors, quel est l'intérêt de la démarche? Évidemment, c'est doter les régulateurs d'une expertise sur les sujets sur lesquels ils vont avoir à intervenir éventuellement très vite. Deuxième élément, à ce moment-là, quel est l'objet et comment on va s'y prendre? Eh bien, on va essayer d'analyser, de mesurer, de comparer les pratiques des plateformes en ligne à l'égard de l'ensemble des utilisateurs, et qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient particuliers, bien entendu. Et puis, le deuxième point, on va essayer de publier cette information, c'est toute la logique de l'open data,
de telle manière qu'on propose une information qui soit à la fois objective, qui soit comparative sur les pratiques des acteurs et permettant éventuellement de les discipliner. Alors on va dire une information ne suffit pas, c'est vrai, mais en même temps une information c'est un premier pas parce que ça peut permettre ensuite de faire évoluer les comportements de l'ensemble des acteurs de l'écosystème et donc de glisser lentement vers un comportement vertueux des grandes plateformes. Alors, compte tenu de la variété des plateformes et de la complexité du sujet, c'est vers un foisonnement d'informations, bien entendu, et de tests qu'il faut aller. Alors, il y a une proposition du Conseil national du numérique extrêmement intéressante qui invite à mettre en place un dispositif, ce qui implique une réflexion assez approfondie, un dispositif de notation des plateformes, avec l'idée de créer, en fait, derrière là, c'est pas noter pour noter, c'est vraiment l'idée de créer un contre-pouvoir, l'idée de jouer sur la réputation en s'appuyant donc sur des agences de notation. Et ce dispositif pourrait prendre racine notamment, pour être d'autant plus pertinent, sur un réseau ouvert de contributeurs et une multitude d'experts avec des données publiques comme privées. Alors il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, on n'est pas en train d'inventer quelque chose, mais c'est vraiment la direction vers laquelle on va. On le fait déjà en France de diverses manières. Par exemple, l'adoption de la loi pour une république numérique s'est faite à partir de contributions qu'on a fait remonter depuis la base, si je puis dire, depuis tout l'écosystème. Et vous avez des travaux très intéressants, par exemple à Stanford, qui sont faits pour une démocratie délibérative, on en a bien besoin. Et donc, on a vraiment un monde qui est en train de se recréer où on essaye de faire remonter l'information pour la rendre d'autant plus pertinente. Alors, ça m'amène à parler, je l'ai déjà très brièvement évoqué, du processus européen, puisque j'ai dit que la régulation prenait véritablement sens quand il s'agit des plateformes, quand elle s'inscrit dans une réflexion qui n'est pas simplement nationale, mais qui est une réflexion européenne. Alors, la question des plateformes est intégrée dans la réflexion de la Commission européenne depuis déjà pas mal de temps, et notamment sur toute cette réflexion qui est menée pour essayer de véritablement construire un marché unique du numérique. Alors, en novembre 2014, la France et l'Allemagne ont appelé la Commission à se saisir du sujet de la loyauté des grandes plateformes Internet pour préserver les conditions d'un marché unique, numérique, ouvert et non discriminatoire. Et en mai 2016, il y a eu une communication sur les plateformes et la publication d'un document de travail permettant de franchir, me semble-t-il, un pas supplémentaire avec 4 grands objectifs pour aller vite. Une concurrence équitable pour les services numériques comparables, la responsabilisation des plateformes, la promotion de la confiance, de la transparence et de l'impartialité, et l'ouverture des marchés ainsi que la non-discrimination. Pour donner une illustration concrète, quand des services sont identiques, quand des services identiques sont fournis par différents acteurs, eh bien, la régulation doit s'appliquer à tous les acteurs. Ça a l'air d'aller de soi, c'est un peu compliqué. Exemple, WhatsApp, Skype, etc. Alors, les objectifs pris en compte dans les processus de révision de certaines directives commencent à être clairement énoncés. C'est la directive e-commerce, c'est la directive e-privacy, c'est la directive Audiovisual Media Services. Et concernant la loyauté des pratiques B2B, la Commission a souhaité prendre plus de temps pour les analyser, une communication étant prévue en 2017. Mais donc, vous voyez, on est dans un processus qui est assez constructif. Alors, quelques mots de conclusion, j'ai déjà été longue. C'est un sujet extrêmement complexe, qui peut être traité en termes de quelques grands principes. Je dirais que c'est aussi un sujet très sensible. C'est un sujet économique, c'est un sujet juridique. Je dirais que c'est aussi un sujet politique. Alors, quelques grands principes. Premièrement, reconnaître le caractère vertueux de la coopération en matière de régulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Coopération entre pays et coopération entre autorités de régulation à l'intérieur des pays. Deuxième point, deuxième grand principe, le régulateur doit avoir 3 règles en tête, me semble-t-il. La première, c'est la réactivité. Le temps de l'Internet, c'est un temps extrêmement court, même si on a aussi des longues transformations. Donc, réactivité. Le deuxième, c'est l'agilité, l'efficacité. Et le troisième, c'est l'alliance avec la multitude. Et dans l'application de ces 3 règles,
Je crois que le régulateur doit être à la fois architecte et gendarme, il doit être modeste, hein, c'est-à-dire qu'il doit se dire qu'il faut surtout, il ne sait pas tout, donc très important, je l'ai déjà dit, de ne pas brider l'innovation, donc une leçon sans doute de modestie, mais aussi de détermination, et c'est extrêmement important, sans jeu de mots, pour faire en sorte que la confiance règne aussi vis-à-vis du régulateur. Autrement dit, il faut construire la confiance dans les plateformes, et construire la confiance, c'est aussi que réciproquement, l'écosystème ait confiance dans la régulation. Je vous remercie. Merci infiniment Françoise, merci pour cette présentation et puis surtout on notera ce nouvel état d'esprit finalement du côté de l'ARCEP, la modestie du régulateur. C'est très beau et ça mérite d'être souligné que la confiance règne justement entre l'industrie et entre les régulateurs. Et puis j'ajoute évidemment que tout ce contexte-là, il est aussi en ébullition puisqu'on est en pleine formalisation du Digital Single Market qui donc change pas mal les choses et change pas mal la donne pour l'ensemble des industries numériques. Merci encore une fois à vous, Françoise.